C'est un plaisir de se retrouver dans ce bel endroit et d'avoir l'occasion de vous parler de ce sujet qui nous tient à cœur à Marine-Lannelongue, les fermetures de fuites paraprothétiques. En 10 minutes, c'est un défi. Donc un cas clinique un peu représentatif et puis voir où on en est via les registres avant de conclure. Les fuites paraprothétiques, en fait, c'est valvulaire, c'est fréquent. Mais le plus souvent, elles sont asymptomatiques, mais parfois, elles deviennent symptomatiques, et dans ce cas-là, c'est soit de l'hémolyse, soit de l'insuffisance cardiaque, soit les deux à la fois. Le traitement classique, c'est la chirurgie rédux, mais il y a une alternative qui est la fermeture par voie percutanée des fuites paraprothétiques. La première a été pratiquée en 1992. Une histoire un peu emblématique de ce sujet, tout à fait récente. Une dame qui a déjà été opérée 3 fois, et finalement, elle a une valve mécanique à ailette en position mitrale, et elle avait une hémolyse stable depuis des années, mais là, depuis août, ça s'aggrave, et elle a besoin de transfusion, et elle est très gênée cliniquement. C'est une hémolyse pure, tout le bilan a été fait, et elle est en rapport avec une fuite paraprothétique mitrale. Et donc, on mène un registre européen. Et voilà comment elle est décrite dans le registre européen, en vue chirurgicale, c'est-à-dire en vue auriculaire, avec l'aorte à midi. La fuite est à 8-9 heures. Elle mesure 10 mm de long. Elle fait 3 mm de large. Et elle n'est pas très importante, elle est grade 2. Et d'ailleurs, cette dame a peu d'insuffisance cardiaque. C'est essentiellement l'anémie qui pose problème. Donc, on part pour la fermeture de la fuite. Et là, je vous montre le résultat, mais c'était extrêmement difficile. On se perdait dans une oreillette gauche très importante. Et on place un plug, mais au bout de plus de 2 heures, un AVP3. Et on voit qu'on a bouché la moitié de la fuite. On sait qu'il faut la boucher complètement pour contrôler l'hémolyse, et on n'en pouvait plus. On arrive à repasser un guide, on n'arrive même pas à repasser un cathéter de 4F dans l'idée de mettre un AVP4 pour compléter la fermeture. Et donc, on s'arrête là. Là, vous voyez les images échographiques. Et bien entendu, l'échographie est totalement fondamentale. On est guidé par les échographistes interventionnels. Vous voyez bien sur l'image de droite, la fuite, là, c'est cet arc... C'est cet arc ici, là, que vous voyez ici, là, c'est assez fin. Vous la voyez ça en image avant. Et vous voyez ici le plug qui a été implanté. Donc ça a bouché la moitié de la fuite, mais il reste ça. Et vous voyez la même image en image 2D. Donc là, reporté sur notre registre européen. Donc c'est un succès, on a diminué la fuite de moitié, mais un succès incomplet au prix d'une procédure extrêmement longue, après avoir posé un plug AVP3 de 10 x 3 mm. On avait essayé d'en poser un de 10 x 5 avant, mais la fuite, ça fuyait la rage, donc on avait changé, on a mis ça. L'évolution n'a pas été satisfaisante, puisque la dame, elle reste dans un tableau fonctionnel identique, et même sur les critères biologiques, elle a son hémolyse qui s'aggrave, puisque les LDH augmentent, elles étaient à 1300 au début, elles sont à 1900 maintenant, et qu'il faut continuer les transfusions. Donc on part pour une seconde procédure. Donc la première, c'était le 28 décembre, là c'était au mois de janvier. Et là, vous voyez le passage du guide. Alors je vous montre ça, là ça dure 10 secondes. On a mis 1h30 ou 2 heures avant de passer ce guide correctement, parce qu'on se perdait dans une grosse oreillette. Instruit de la première procédure, on a changé notre cathéter d'orientation, des courbes plus larges de nos Agilis. On est passé à medium curve, à large curve, c'est toutes des choses qu'il faut avoir en tête, etc. Et puis finalement, après, ça a été assez facile, une fois qu'on a réussi à bien se stabiliser, de mettre un second AVP3. On a carrément pu passer une gaine 6F. Et là, vous voyez la fuite au début, au moment où il y a le passage du guide. Et là, à droite en haut, vous voyez les 2 plugs qui sont implantés. Et là, à droite en bas, les 2 plugs avec pratiquement plus de fuite, seulement quelques traces. Donc voilà tel que c'est résumé dans le registre. Un AVP3 de 12 x 5 mm et avec une fuite résiduelle, il y a tout de même une micro-trace. Et tout ça, à nouveau, une procédure qui a duré longtemps.
Et la dame, l'évolution a été satisfaisante. Très rapidement, les LDH ont diminué de plus de moitié. Elle est sortie à J5 uniquement parce qu'il fallait équilibrer l'INR. Elle aurait pu sortir avant. Et ce qui est très important, c'est qu'on va faire un bilan clinique, parce que c'est bien d'avoir un succès technique, mais ça ne suffit pas. Alors ces procédures, elles sont devenues de plus en plus fréquentes depuis quelques années, parce qu'il y a de plus en plus de matériel disponible à mettre dans les trous. Les principaux de ces matériels, c'est Vascular Plug, où ces occludeurs sont utilisés en off-label. Il n'y a que 2 matériels qui sont dédiés, le PLD occludeur d'Occlutech et la VP3 d'Abbott. Et bien entendu, ça c'est le premier élément qui fait que c'est de plus en plus fréquent. Et bien entendu, c'est aussi les progrès de l'échographie 3D, son apparition puis les progrès, qui nous aident à passer les fuites. Et ils nous guident complètement. Hein. On ne commence même pas à essayer de passer la fuite tant qu'il ne nous dit pas, tu es juste à côté, etc. Et puis après, il nous dit, c'est bien, un peu plus à droite, un peu plus en haut, tu chauffes, etc. Mais malgré tout, ça reste une activité de niche qui est globalement complexe, avec des résultats et un suivi qui n'est pas si bien connu que ça. Alors il y a tout de même pas mal de registres intéressants, notamment de la Mayo Clinic, le registre de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le registre espagnol, et tout récemment le registre israélien, sont tous des registres rétrospectifs, et pour la plupart, il y a des succès techniques qui ne sont pas tous définis exactement de la même façon, et qui sont tous à plus de 80%, voire au-dessus de 90%, et assez peu de suivi clinique, à l'exception du registre israélien récent, qui est très intéressant. Et le tout au prix d'un taux de complications graves chez ces patients très fragiles, ces patients réduits, ce qui est acceptable, et en tout cas moins important que celui de la chirurgie. Alors nous, devant ce manque, ça nous intéressait beaucoup, donc on s'est dit on va faire un registre prospectif. On a fait un premier, là, qui a duré 3 ans, entre 2017 et 2019, essentiellement français, en mettant un critère de suivi, de succès technique, implantation d'une prothèse, réduction de la fuite de moins d'1 grade. Et là, on nous a demandé de revoir le papier, on l'avait soumis, et avec de la fuite résiduelle qui est au maximum de 2, voire de 1,5 à 1, parce que réduire d'1 grade quand on passe de 4 à 3, c'est pas vraiment un succès, sans complications graves. Et ce qui est très important, c'est qu'on a fait une évaluation du succès clinique, et là on est en train de faire la fin de l'analyse, puisque le dernier c'était il y a 2 ans, avec des critères durs, absence de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque, absence de transfusion pour hémolyse, absence de reprise chirurgicale et absence de décès. Il y a eu 238 procédures, 2 tiers de mitral, et grosso modo 2 tiers de mitral, 1 tiers d'aortique, dans 25 centres, essentiellement français, sauf 2, un belge et un polonais, qui nous ont joint en route et qui ont une activité extrêmement importante, ça c'est la plus haute barre, parce qu'ils font 80% des fermetures de fuite de leur pays. Et c'est des gens extrêmement expérimentés, auprès de qui on apprend énormément. Et en première analyse, ce qu'on peut voir, c'est que les fermetures de fuite périaortique aortique sont beaucoup moins complexes, ça se voit sur le temps de procédure, avec un taux de succès immédiat extrêmement élevé, avec un taux de complications graves faible, et un succès clinique à 1 mois tout à fait satisfaisant par rapport au mitral. Ça, c'était le premier registre. Il avait ses forces, ses faiblesses. Il nous a permis de connaître plein de monde en Europe. Et donc, on en a lancé un amélioré début 2020. Et malgré les problèmes de Covid et tout ce qu'on connaît, il y a une progression assez sympathique. Et là, il y a 143 patients inclus. En fait, c'est un tout petit peu sous-estimé parce qu'on n'a pas mis ceux où on avait des datas qu'il fallait compléter. Et vous voyez que, alors là, je ne sais pas si vous connaissez bien vos drapeaux. Toujours la Pologne qui inclut beaucoup, mais aussi la République tchèque et un collègue turc, mais aussi la Lettonie, la Lituanie qui, au vu de leur population, ont des très bons recrutements. Et en France, c'est réparti en plus de centres, mais au total, un recrutement intéressant en France, bien qu'il y ait encore beaucoup de centres qui ne nous aient pas rejoints, ça serait intéressant qu'ils nous rejoignent. Donc, j'ai été obligé d'être bref, vous m'avez donné 10 minutes, donc j'ai été obligé de faire des choix. Mais si vous voulez en savoir plus, vous venez le 25 mars à Marine-Lannelongue, on fait un atelier là-dessus. En fait, ça va être séparé en 2 parties. Toute la première partie, c'est sur la fermeture des fuites paraprothétiques, et donc on va pouvoir creuser tout ce sujet. Et la deuxième partie, c'est sur le diagnostic et le traitement percutané des sténoses veineuses pulmonaires acquises. Super, merci beaucoup, Benoît.
partager.